Tout à l'heure, M. Kessel s'est adressé directement à moi pour me dire « Ah, vous n'avez pas évoqué la dimension culturelle commence pour vous avec Saint-Augustin. » Non, elle ne commence pas avec Saint-Augustin. Mais j'ai toujours évité ce débat parce que nous avons un sérieux problème en Algérie d'intraculturalité. Nous ne connaissons pas. Le Sud ne connaît pas le Nord ne connaît pas le Sud. Les Mozabites ne connaissent pas les non-Mozabites. Nous n'avons pas besoin de connaître l'étranger. Nous devons commencer par nous connaître nous-mêmes. Il y a un sérieux problème d'intraculturalité. On n'entre pas dans la mondialisation, on n'entre pas dans la globalisation quand on ne se connaît pas. C'est pour ça que je n'ai pas posé cette problématique de la culture, je l'ai posée en termes d'imaginaire. J'ai dit, les cerveaux de nos enfants ont été remplis d'imaginaire, conçus, fabriqués à l'étranger. C'est ça le danger. Je ne voulais pas entrer dans un débat interne. Je rappelle que la citation à l'Afrique aux Africains est de Jules Bulletin, elle n'est pas de Massinissa, mais je ne voulais pas commencer ni par Massinissa ni par Saint-Augustin, j'aurais pu aller plus loin. Vous savez, je viens d'une région qui a une histoire bien plus ancienne que celle de la Numidie. Chez moi, il y a des dolmens de 2 millions d'années. Donc la problématique aujourd'hui n'est pas d'aller chercher ces solutions dans le passé. Nous sommes tous d'accord, nous avons un passé riche. C'est un pays qui a l'histoire d'un continent, mais qui est géré comme un douar. L'audiovisuel. Je peux vous parler de mon expérience personnelle. L'audiovisuel, c'est une affaire de volonté politique. Pas plus ni moins. J'ai servi sous Orwell comme ministre de la Culture et de la Communication pour le parole du gouvernement. Je n'étais pas destiné à ça parce que je suis diplomate de carrière. Et Orwell m'avait dit, je ne vous ai pas nommé pour me glorifier. Je lui ai dit, j'espère que vous ne m'avez pas nommé pour mettre des journalistes en prison. Je ne sais pas le faire. C'est un problème de volonté politique. Nous avons pu faire avec Orwell en 6 mois beaucoup de choses. Je vais vous citer quelque chose. Nous avons la campagne politique. La presse étrangère était interdite en Algérie. Elle est vendue dans les kiosques depuis janvier 1999. Elle était interdite. Il était presque impossible de la réintroduire en Algérie. J'ai eu toutes les oppositions du monde. Que loi se fait. Comment ne pas vendre la presse étrangère? Les Algériens qui ne voyagent pas, l'auto-change est cher, il n'y a pas de visa et ils n'ont pas de journaux étrangers. Ils n'avaient plus aucun rapport avec le temps réel. On les a enfermés en pleine crise sécuritaire et en plus de fenêtres sur le monde. Les jeunes qui n'ont pas de revue technique, les universités qui n'ont pas de documentation, les chercheurs qui ne peuvent plus chercher. Ça a été fait en 1999 sous Orwell. Il y avait des oppositions à tous les niveaux du système. La fin du monopole de la NEP, c'est Orwell. Et la NEP, c'est 12 milliards de dinars de pub aujourd'hui. Et la publicité, vous le savez bien, c'est le premier sponsor de la liberté d'expression. Aujourd'hui, le Premier ministre, qui plus est un ami à moi, dit à la NEP, à les journaux privés, vous allez chercher la presse, la publicité chez les étrangers. Mais bien sûr, mais c'est parce que la NEP ne donne pas la pub à Khabar et à d'autres titres qui vont chercher la pub chez les concessionnaires et chez les compagnies de téléphonie. Mais c'est vous qui poussez les journaux à aller chez les compagnies et les banques étrangères. Alors qu'elle avait pour mission justement de sponsoriser, de soutenir la liberté d'expression. Sous Orwell, et en 6 mois, nous avons fait voter une loi sur la publicité, qui organise la publicité. Elle a été renvoyée par l'Assemblée nationale au départ de Orwell. Une loi sur le sondage, qui organise les fonctions de sondage. Elle a été renvoyée. 34 titres ont été autorisés en février 1999. 34 titres qui existent aujourd'hui. Donc c'est une question de volonté politique. Les débats étaient libres à la télévision. On a fait l'erreur de permettre le direct. Il y a beaucoup de violence, dans le discours des Algériens. Il ne faut pas faire des émissions en direct, c'est impossible à corriger. Bon, ça c'est une erreur, tant que j'assume, moi, les conséquences. Maintenant, l'audiovisuel, en l'état actuel, je dis bien en l'état actuel, du commandement de l'armée et du président
actuel de la République, il n'y aura pas de rupture de l'audiovisuel. Parce qu'on ne peut pas se faire à l'idée d'être critiqué. Je lisais une déclaration de Benguenda il y a 2 jours. الرئيس ما زال يعيش في زمن الأبيض والأسود. إنه لا ينوي فتح التلفزيون لأن نرجسية الرئيس النارسيسيزم عالية ولا تقبل النقد. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à tout le monde dans le système. Personne n'accepte la critique. Comment voulez-vous ouvrir la télé et venir dire dans quelles conditions avez-vous délivré ce marché? Pourquoi vous ne faites pas un procès sur l'autoroute? Pourquoi vous ne faites pas le procès de son attaque? Pourquoi vous faites pas ça? Vous demandez tout simplement comment on utilise l'argent public. C'est pour ça que je suis pessimiste. Je suis d'autant plus pessimiste que la Tunisie et l'Égypte. L'Égypte pour moi sera la puissance audiovisuelle de la région, bien avant le Jazeera, dans 4 ou 5 années. Parce qu'ils ont de la production intellectuelle, parce qu'ils ont une élite, parce qu'ils ont un projet de société démocratique. Alors nous serons pris en pincette entre l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Et l'Algérie fera figure vraiment de Corée du Nord. Maintenant, sur l'Égypte. Si Abdelhamid a annoncé un défi, moi j'ai cet Égypte, j'ai le texte. J'ai le texte, je l'ai lu. Je l'ai lu quand j'étais ambassadeur, j'ai combattu son Égypte parce que c'était la position de mon gouvernement, il fallait que je la défende, et puis surtout j'étais convaincu. Je vais vous faire une confidence sur Égypte. Si Abdelhamid le connaît, si Abdelhamid connaît très bien les dossiers, y compris ce que je vais dire. Le gouvernement algérien a été rendu destinataire de la plateforme de Saint-Égidio 3 jours avant son adoption, par l'ambassadeur d'Italie, M. Badini, qui a été reçu au ministère des Affaires étrangères et qui est venu nous dire, tenez, voilà ce document, proposez ce vos offices, acceptez-le. Acceptez-le. C'est Abdelhamid qui connaît cet épisode. Et c'est peut-être ça. Je pense que l'erreur du gouvernement de Zerouel à l'époque, c'était de ne pas le dire. Le document a été adopté le 13 janvier, il a été proposé au gouvernement algérien le 11 janvier. Ce que le gouvernement aurait dû faire à l'époque, il a été voté. C'était dans l'ordre public, tout simplement. Dire qu'on a été rendu destinataire d'un document par une puissance étrangère. Et c'est ça ma position. C'était la position du gouvernement auquel j'appartenais. Et c'est ouvert au débat. On a beaucoup débattu, mais je pense qu'on n'est plus à cette Égypte. Je pense que nous ne sommes plus à cette. Oui. Non, vraiment c'était juste. Parce que c'est une question juste de fidélité. Nous ne pouvons pas, même étant anciens responsables, ne pas assumer, je vous en prie, nous ne pouvons pas, en tant qu'anciens responsables, ne pas assumer ce que nous avions défendu, soutenu. C'est par honnêteté intellectuelle que je le dis. Je ne fais pas dans le reniement. J'assume tout ce que j'ai pu faire dans l'exercice de mes fonctions. Et encore une fois, parce qu'il y a un très grand problème en Algérie, c'est cette dépréciation de tous ceux qui ont exercé des responsabilités publiques. Ça, c'est typiquement chez nous. Nous n'acceptons pas l'aller-retour entre le pouvoir et l'opposition. Nous n'acceptons pas forcément ceux qui ont arrêté. Moi, j'accepte toutes les opinions. Mais ceci dit, je ne peux pas renier les positions que j'avais quand j'étais en exercice dans la diplomatie algérienne. Je vous remercie. Permettez-moi de dire quelque chose sur cette Égypte. Eh oui. Moi je comprends. À l'époque,
j'ai bien accepté la position du gouvernement algérien. Je la comprends. Peut-être qu'il a été choqué par le fait que des partis politiques représentatifs rencontrent le fils à l'étranger. Bon, l'étranger, c'est pas ça, c'est le fait de rencontrer le fils et de l'amener sur le terrain de la politique, alors que eux, ils font tout pour maintenir le fils dans le terrain de la France. Mais ce que je comprends le moins, c'est que ce qu'on dénie, M. Mehri, Mme Louise Hannoul et Maître Ali Abdello, les gens qui ont signé cette édition à l'époque, ce qu'on dénie à ces personnes, à ces hommes politiques, on le fait dans les prisons. On va dans les maquis négocier. Pourquoi, ce qui est inacceptable à ces partis politiques, on le fait soi-même? Moi, ça, je le comprends. Ils ont été discutés en prison avec les dirigeants du FIS. Ils ont été discutés dans les maquis avec l'AIS. C'est ça, c'est là où il y a la vraie problématique. Je rebondis sur le camarade représentant du mouvement jeune, un mouvement que j'admire, que je soutiens de tout cœur. Je suis vos activités quand je peux. Mais je vais vous dire, justement, à l'époque, on a inventé des clivages, éradicateurs, conciliateurs, islamistes, démocrates, etc., etc. Et apparemment, vous vous en êtes débarrassé. Vous n'êtes plus dans cette constellation. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi? Parce que ces clivages ne recouvrent aucune réalité concrète. C'est des opérations idéologiques qui sont destinées à dresser une partie des Algériens contre une autre partie des Algériens pour garantir le maintien du système. Donc, je salue le fait que vous vous débarrassiez de ces clivages, de ces qu'on appelle des bipolarisations. Mais je dois vous dire aussi, vous vous débarrassez de ces bipolarisations pour tomber dans le piège d'une autre bipolarisation. Les jeunes et les autres. Je vais vous expliquer, je vous le dis de très très bon cœur. La jeunesse n'a jamais été un critère de crédibilité. Moi je connais beaucoup de jeunes loups. Je vais vous dire pourquoi. L'argument statistique ne marche pas. S'il y a 75% de jeunes, donc c'est à eux que revient le droit de diriger le mouvement, de décider du changement, tant mieux. Il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, je sais pas. Est-ce que je fais partie des jeunes, des vieux, je ne sais pas. Bref. Mais l'argument statistique, il y a aussi une autre réalité, parce que la réalité en Algérie, elle est plurielle. Il y a plusieurs visages qui se superposent. Il y a 99% de pauvres. Donc c'est aux pauvres que revient le droit de diriger tout ça, de décider dans quelle direction c'est pour la 99% de pauvres. C'est vrai que le changement ne peut pas se faire sans les jeunes, ni d'ailleurs contre les jeunes, encore moins contre les jeunes. Il ne peut pas se faire sans les pauvres, les laisser pour compte. C'est eux qui subissent le plus les effets de la crise. Il y a encore une autre catégorie qui subit encore plus. En Algérie, s'il y a 50%, plus de 50% de femmes. Donc, c'est à elle que revient le droit de diriger toute cette dynamique, etc. Je peux continuer comme ça les exemples et les filles. Ça prouve quoi? Les jeunes vont diriger. Les vieux, les plus faibles, ils peuvent pas marcher.
c'est des plus faibles. À la limite, c'est eux qu'il faut préserver. C'est à eux qu'il faut garantir le confort, etc. Donc, les vieux vont diriger le changement, les pauvres vont diriger le changement, les femmes vont diriger le changement. C'est là que prend tout son sens l'expression « le changement est affaire de tous ». Ça doit être un mouvement de toute la société. Les vieux que vous voyez ici, ils étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes, surtout quand on parle de personnes comme M. Marie, M. Ahmed et d'autres, même M. Bouteflika et les autres, ces vieux quand ils étaient jeunes, ils ont eu plus de courage que nous. Ils ont accepté plus de sacrifices que nous. Ils ont accepté de se soulever sans aucune arme contre l'une des plus grandes puissances de l'époque. C'est quelque chose. C'est beau. Et donc, d'ailleurs, la jeunesse, au passage, la jeunesse, ce n'est pas un corps uni, ce n'est pas une catégorie unie. Il y a des jeunes qui sont très riches, qui se baladent de façon ostentatoire avec le dernier 4x4, le dernier Kili, etc., le 4x4 dernier Kili, etc., vous les connaissez. Ce n'est pas une histoire de jeunes. Les jeunes sont traversés exactement par les mêmes clivages que les autres. Ils vivent les mêmes préoccupations que les autres. Donc, je suis convaincu aussi, et là je vous donne aussi raison, le changement, c'est-à-dire le changement doit régler une question. La question de la pérennité de notre pays. Est-ce qu'on est prêt à nous sacrifier pour faire en sorte que l'Algérie reste éternelle? Pourquoi? Pourquoi il faut qu'elle reste éternelle? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon pays, c'est ma terre, mais c'est la terre aussi de mes enfants, des enfants de mes enfants. C'est-à-dire, on garantit du même coup l'avenir des générations. Maintenant, sur la corruption, je vais m'en tenir là. Avant l'histoire de la corruption, je voudrais dire quelque chose sur l'islam, la constitution, l'islamisme, le peuple algérien majoritairement. D'abord, c'est des questions très délicates. On a joué avec ça il y a quelques années. Vous connaissez le résultat. Mes amis, arrêtons de jouer, arrêtons de traiter de façon légère ce genre de questions. L'islamisme, deuxième point, l'islamisme n'a jamais été un fait majoritaire en Algérie. C'est un subterfuge technique, un mode de scrutin qui a amplifié son ampleur. Il a été utilisé comme repoussoir, toujours dans la même optique, le maintien du système. Les choses ont évolué hier et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Les choses ont évolué et aujourd'hui, on peut justement. Pourquoi c'est une chance pour l'Algérie d'annoncer une dynamique de changement maintenant? Parce qu'on peut, changement démocratique, absolument. Parce que maintenant, on a les moyens de construire quelque chose de façon consensuelle, apaisée, libérée des faux clivages, libérée des idéologies sécuritaires, libérée des extrémismes, libérée de l'intégrisme. Aujourd'hui, on est prêt. Ce n'est pas sûr qu'on le sera demain. Et puis, autre chose. Les gens qui parlent de séparation entre l'islam et l'État, la laïcité, un tas de... D'abord, il est dangereux d'importer des concepts et d'essayer de tenter de les plaquer, de les imposer dans une réalité qui est toute. Une autre remarque, le régime de séparation. Les régimes de séparation. Je parle des démocraties. Le régime de séparation est minoritaire. Il y a 2 ou 3 pays qui sont au régime de séparation. Tous les autres sont de concordat.
Il n'y a pas de séparation, il y a une conférence en Turquie, je ne sais pas s'il y a un autre pays, au Japon, voilà, le Mexique. Le Mexique, ils ont fait la séparation coréenne. Non, je le dis sérieusement, c'est pas possible, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Mais le problème, ce n'est pas l'islam qui est incompatible avec la démocratie. C'est une certaine vision de l'islam, l'instrumentation de l'islam. Il y a eu des utilisations, il y a eu des comportements dans l'histoire de l'islam qui ont été accueillis avec soulagement, qui ont fait avancer les sociétés. Je vais vous donner un exemple. Omar ibn al-Khattab, pendant son califat, il y a eu une année de grande famine. Il a suspendu l'application d'une prescription coranique, celle qui consiste à couper la main au voleur. Parce qu'il dit que les conditions ne permettent pas d'appliquer cette. C'est une adaptation. Mais on n'a pas fait l'effort de l'adaptation. On a abandonné le terrain religieux et on l'a laissé à des charlatans. Et voilà les. Maintenant sur la corruption, je suis parfaitement d'accord avec le camarade qui dit que c'est un phénomène dangereux. Il a dit plus dangereux que l'ingérence. Moi, ce que je voulais dire par rapport à l'ingérence, je voulais juste insister sur le fait que ce qui rend possible l'ingérence, c'est l'entêtement des dirigeants. Quand on connaît le truc de Saddam Hussein, mais quand ils l'ont pendu le jour de l'Aïd, l'Adha, et de façon humiliante, aucun régime arabe l'a dénoncé. Ils se sont tous tus. C'est nos dirigeants qui poussent à l'ingérence, qui appellent à l'ingérence. Et l'ingérence et la corruption, il était difficile d'établir une hiérarchie des dangers. L'un nourrit l'autre, etc., etc. Mais la corruption, c'est vrai. Moi, j'observe ce phénomène depuis longtemps. J'essaye de comprendre, etc. Il y a même des aspects très répugnants, des aspects plus inacceptables que d'autres. Je vais vous donner un seul exemple. Je termine là-dessus. La corruption d'un magistrat. Vous savez, il n'y a que deux instances qui peuvent ôter la vie, c'est-à-dire qui peuvent tuer, entre guillemets, légalement, sans avoir à rendre des comptes ou à justifier. Il y a le bon Dieu. Il y a le magistrat parce qu'il peut condamner à mort. Vous vous imaginez le pouvoir que détient un magistrat. Il peut tuer légalement. Alors, la corruption d'un corps comme le corps du magistrat est plus qu'inacceptable. Parce qu'on peut, en contrepartie d'une somme d'argent, ôter la mort ou sauver quelqu'un qui la mérite, etc. Enlever quelqu'un, un dawa qui va, etc. Voilà par exemple plus répugnant que tout le reste. La corruption, c'est une lutte au quotidien. Nous avons tous un degré de corruption. C'est comme le principe de Pitage concernant les compétences. Mais maintenant la corruption, elle s'est généralisée. On peut même dire que le mot corruption n'est pas adéquat pour caractériser la situation. C'est devenu un mode d'accès à la vente. C'est les fonctions autoritaires. Tu veux un papier, il faut donner de l'argent. Tu veux un logement, il faut donner de l'argent. Tu veux un emploi, il faut donner de l'argent. Tous les services, tous les aspects des affaires publiques sont monnayés, illégalement monnayés. C'est un mode d'accès à la vente. Et justement, l'effort que nous pouvons faire, l'effort sur nous-mêmes, c'est toujours de dénoncer, c'est toujours d'interpeller,
il ne faut jamais faire les yeux sur ces choses-là. Il ne faut pas attendre des solutions comme ça, miracles. La meilleure façon, c'est de s'organiser. Pourquoi essayer de régler un problème individuellement alors qu'il y a les voies collectives qui peuvent éviter de la corruption, qui peuvent te garantir l'accès aux services plus facilement, et tu construis. Pourquoi nous privilégions toujours les voies individuelles? J'ai envie de quelque chose, j'essaie de trouver le chemin le plus court, qui peut me le régler. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de prise en charge collective des préoccupations. Chacun essaie de régler sa situation à son niveau. Et ça aide énormément la corruption. Je m'excuse, Cindy, je suis revenu sur le côté. J'aimerais dire deux mots d'éclaircissement parce que. Très rare, c'est sûr. Je dis tout simplement que la déclaration de cette réunion a été rédigée par les Algériens et uniquement par les Algériens. Et nous avons mis 2 jours et 2 nuits d'affilée pour arriver à un accord. Et ceux qui étaient avec nous, il y a Louis Ahmed, il y a Ahmed Ben Bella, il y a le docteur Jdei qui a participé. J'ignore si l'ambassadeur d'Italie a mis le document au gouvernement algérien. Tout ce que je sais, c'est que cette plateforme était présentée comme un document de base pour une discussion. Et que le gouvernement algérien a refusé de nous recevoir. Donc il ne faut pas le conduire. Pour l'histoire, l'un des problèmes qui nous a retenu, c'est que l'un des participants a demandé d'inclure dans la déclaration l'application de la charia. Et il y a une discussion très forte. Et la délégation du fils a demandé une interruption de séance. Et à la reprise, elle est venue nous dire nous ne sommes pas d'accord pour mentionner l'application de la charia parce que cette disposition a été utilisée par des régimes réactionnaires tels que l'Arabie Saoudite et nous ne partageons pas ce point de vue. Pour l'arrêt des hostilités, nous avons entendu jusqu'à la consultation de tous les groupes qui ont accepté le principe d'arrêter la fusion de fonds. Alors donc c'est une longue histoire. Cette déclaration, cette plateforme contredit la politique du gouvernement de ce moment, enfin le régime, qui voulait régler le problème par l'armée. Et nous avons dit, nous connaissons notre peuple, la génération qui a fait la guerre d'Algérie. Ce problème ne se règle pas par les armes. Vous voyez maintenant les États-Unis avec toutes les forces qu'ils ont en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, ça ne se règle jamais avec les armes.
Maintenant, il y a le problème des islamistes. Un journaliste, un jour, et les islamistes, vous ne risquez pas de voir les islamistes venir. J'ai dit, vous parlez des islamistes algériens ou pakistanais? Il m'a dit, non, mais ça c'est donc ils sont des Algériens. Est-ce que ce sont des citoyens ou des indigènes? Non, les gens disent, bon, ce sont des Algériens et des citoyens algériens. Ils ont les mêmes droits que n'importe quel citoyen algérien. S'il y a une différence, elle se situe à deux niveaux. L'utilisation de la force, je suis contre. L'instauration d'un État théocratique, je suis contre. Pour le reste, je ne crois pas qu'un responsable quelconque, qu'un régime quelconque, qu'un gouvernement quelconque puisse prendre des milliers d'islamistes comme ça. On les pique tout le monde. Je ne conçois pas qu'un gouvernement algérien issu de la révolution puisse dire que les islamistes ne peuvent pas être candidats aux élections. Si c'est possible, oui, elle dit bien. Parce que cela, pourquoi? Parce que cela ouvre, justifie tout régime d'exclusion. Eh bien, je suis pour une démocratie. Pour tous les Algériens, contre la violence, contre un État théocratique comme l'a stipulé le Congrès national. Pour le reste, c'est une question d'institution démocratique. Bon, comme on a dépassé très largement le temps qui nous est imparti, et je ne voudrais pas frustrer les gens qui sont inscrits, je demanderai à ceux qui désirent poser des questions d'être extrêmement bref. Merci. Et donc, Rouel.